Les school shootings ou les school massacres sont des attaques armées dans des établissements de formation tels que des lycées, des collèges ou encore des universités. Elles sont systématiquement perpétrées par des élèves et ont lieu principalement aux États-Unis d'Amérique. Leur nombre a véritablement explosé dans les années 90 et 2000 et cela continue encore aujourd'hui, à tel point que cela fait partie du quotidien des jeunes Américains. Ils voient sous leurs yeux la sécurité augmenter dans leurs établissements de formation, à tel point que ça devient parfois ridicule, et même ça devient assez banal de connaître une victime ou même parfois les tueurs de tel ou tel massacre qui a eu lieu dans un État ou dans une ville voisine. Car en effet, ces massacres, ces fusillades sont omniprésentes dans les faits divers aux États-Unis. Le school shootings le plus tristement célèbre, c'est celui du massacre du lycée de Columbine qui a eu lieu en 1999. Et que ce soit celui-ci ou même le sujet de manière générale, le cinéma s'en est forcément emparé. Et il existe une petite poignée de films qui traitent de ce sujet. Et forcément, quand on parle de cinéma et quand on parle de ce sujet-là, les deux premiers films qui viennent tout de suite en tête, si on connaît un peu, c'est le film Elephant de Gus Van Sant ou encore Bowling for Columbine de Michael Moore. Le premier, Elephant, est devenu culte car il a réussi à relever le défi, entre guillemets, d'adapter seulement 2 ans après la tuerie de Columbine. Le second, Bowling for Columbine, lui, est devenu culte car il est très provocateur. Il remue un peu le couteau dans la plaie. Effectivement, c'est un peu la marque de fabrique du réalisateur Michael Moore qui, je trouve, que ce soit ce film-là ou même d'autres de ses films, aborde le sujet comme un gros bourrin. Il a la fâcheuse manie d'avoir aucune subtilité, que ce soit dans la manière de faire son film, de faire son documentaire, ou dans la manière dont il l'écrit. Et même si selon moi il défend la bonne cause, il est anti-armes, et il accuse justement la facilité d'accès aux armes aux États-Unis qui serait l'une des principales raisons de ces massacres. Mais bon, la manière dont il construit son film, c'est trop bourrin, c'est pas assez subtil, et ça fait même penser parfois à un film de propagande. Mais bon, quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, je ne vais pas parler de ces films-là parce qu'ils sont déjà très connus et tout le monde en a déjà parlé, tout le monde les a déjà analysés en long, en large et en travers. Je vais plutôt vous parler de 3 autres films qui sont certes moins connus mais qui valent quand même le détour et qui abordent ce sujet si délicat et si dramatique. Après plusieurs visionnages, j'ai donc sélectionné avec minutie 3 films précisément qui abordent ce sujet. Ils sont différents les uns des autres et datent de 3 époques distinctes. Le premier est un found footage réaliste qui adopte le point de vue des tueurs et qui se passe avant et pendant la tuerie. Le second adopte le point de vue de la mère du tueur et nous plonge dans son enfer psychologique, que ce soit pendant, avant ou après le massacre. Et le troisième est un teen movie qui met le focus sur les conséquences psychologiques d'adolescents qui ont survécu à une fusillade dans leur lycée. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail et bien sûr, je ne vais pas spoiler, le but c'est quand même de vous recommander ces films. Même si ce n'est pas mon cas, je sais que beaucoup de personnes n'ont pas aimé le film Elephant car ils n'ont pas été réceptifs à la réalisation minimaliste et aux tendances contemplatives de son réalisateur Gus Van Sant. Et si c'est votre cas, je pense que ce film peut davantage vous parler, car en effet il s'agit de l'opposé radical d'un point de vue esthétique du film Elephant. Il parle du même massacre, celui du lycée de Columbine, et on peut voir qu'il y a des éléments de l'histoire qui changent d'un réalisateur à l'autre. Ça, j'ai envie de dire, c'est normal, tout simplement parce que on ne sait pas réellement ce qui s'est passé, on n'a pas été dans la tête des tueurs, et effectivement, il faut parfois interpréter des choses, et les réalisateurs se sont aussi basés sur des témoignages et des enregistrements vidéo et des photos d'archives. Mais là où on sait que le réalisateur Gus Van Sant, avec son film Elephant, s'est autorisé à modifier un petit peu le réel ou à accentuer certains faits pour servir le récit et aussi pour appuyer une certaine symbolique, on peut imaginer que ce n'est pas du tout le cas avec le film Zero Day, qui se veut être plus proche du réel. Car en tout cas, sa forme l'est. C'est un found footage qui nous montre ce qu'aurait pu être une sorte de journal intime vidéo en cassette des 2 tueurs, qui démarre 1 an avant le jour J, ou plutôt le jour 0. On a donc un bout à bout assez brut de ces enregistrements vidéo, avec à chaque fois une vidéo par jour, et bien sûr il n'y a pas tous les jours, et ces vidéos sont séparées par de simples écrans titres qui nous disent la date de l'enregistrement. Le film est bien fait car effectivement, on ne voit pas tout. Il y a des choses qui ne sont pas filmées et des choses qui ne sont pas montrées. On doit alors les déduire. Et c'est notamment le cas en ce qui concerne la relation entre les 2 protagonistes. Indéniablement, le film a un côté fourre-tout. On y voit des scènes de famille assez innocentes, des actes de délinquance assez anodins, et bien sûr, la préparation, l'élaboration de leur plan. Et c'est justement ce mélange de différentes images qui perturbe, qui crée un décalage et qui dérange. Car on voit et on ressent une certaine innocence qui émane de ces 2 adolescents. Par exemple, il y a une scène où ils vont jeter des œufs pourris sur la maison d'un mec qu'ils n'aiment pas, ce qui prête un peu à sourire. Il y a une autre scène où c'est l'anniversaire de l'un des 2,
et elle est filmée avec la caméra qui est le cadeau. Mais dans ce même film, et au milieu de tout ça, on les voit par exemple démonter un fusil à pompe pour raccourcir le manche pour qu'il soit plus puissant, ou encore fabriquer des bombes artisanales. Et ces scènes sont d'autant plus dérangeantes quand on les voit faire ça sans aucun recul, comme si c'était assez banal. On voit que ces deux mecs, ces deux adolescents, sont déjà perdus. Ils sont déjà isolés et obsédés par leur plan macabre. On ne les voit pas sombrer, ils sont déjà en train de préparer ce qui sera la conséquence. Et la conséquence de quoi? Bah justement, on ne le sait pas. Enfin, on ne le voit pas. Il faut le déduire. Et c'est là aussi où le film est intéressant, car en effet, il ne cherche pas à justifier ou expliquer comment ils en sont arrivés à là, mais il donne juste des pistes. Et c'est à nous de nous faire un petit peu notre propre enquête et notre propre déduction. Et ces pistes, elles sont à la fois sur des éléments factuels, comment ils ont réussi à se procurer les armes, comment ils ont eu accès à certains objets, à certains endroits, tout simplement. Mais ces pistes, elles sont aussi par rapport à leur psychologie, notamment avec des moments où ils sont seuls face à la caméra et ils se livrent en ce qui concerne leurs ressentis, leurs émotions. It all just, you know what I mean? We never said, let's go shoot the school, let's go do this, because we didn't need to. It was already there. So I'm ready. Et même si ce film a dû régaler la communauté des true crimes et les gens qui adulent les tueurs de masse, il n'est pas pour autant malsain. Selon moi, il ne franchit pas la limite de l'immoral, car oui, il y a la fusillade dans le film, mais elle n'est pas reconstituée en found footage. Le réalisateur a reconstitué l'enregistrement de la vidéosurveillance du lycée et l'appel du 911, qui fait qu'on a un point de vue quand même assez éloigné des tueurs pendant qu'ils commettent leurs crimes. Et ça a un effet à la fois réaliste et qui glace quand même le sang, car forcément ça fait travailler l'imaginaire. La toute fin du film, je ne vais pas vous dire en quoi elle consiste, mais selon moi, en fait elle n'a rien à faire là. J'avoue que j'ai pas vraiment compris cette scène finale. Enfin, si vous souhaitez regarder ce film et que vous comprenez absolument rien en anglais, je suis désolé pour vous, mais il n'existe ni VF, ni sous-titrage. Mais bon, si vous avez un niveau intermédiaire comme moi, c'est largement suffisant. Et pour tout vous dire, je trouve quand même que le fait qu'il n'y ait pas de sous-titres ne fait que renforcer l'immersion. Mais restez jusqu'à la fin parce que pour compenser ça, je vais vous proposer un petit film bonus. Et pour finir avec Zero Day, certes, il m'a moins marqué que le film Elephant, si je devais le comparer, mais ça aurait peut-être pas été le cas si je l'avais visionné avant. Et surtout si j'avais découvert, entre guillemets, l'histoire de Columbine à travers ce film. We Need to Talk About Kevin est un film réalisé par Lynn Ramsay, sorti en 2011. Il s'agit d'une coproduction entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Et c'est aussi l'adaptation du roman éponyme écrit par Lionel Shriver. C'est certainement le film le plus connu de cette sélection grâce à son casting qui est assez impressionnant, mais je trouve personnellement qu'il est assez sous-coté parce que quel film, putain, quel film. C'est l'histoire d'une mère qui s'efforce d'aimer son fils et de faire en sorte que ce soit réciproque. Mais son fils Kevin est un enfant puis un adolescent habité par le mal, avec aucune réelle affection pour personne, et en plus de ça, il est purement sadique. Il déteste sa mère et se délecte de sa souffrance. Et dès le début du film, on sait qu'il a accompli son acte de cruauté ultime, qu'il a anéanti la vie de sa mère et celle de tant d'autres personnes. La narration de ce film est assez intéressante car on ne cesse de basculer entre différentes temporalités. Celle de avant la naissance de Kevin, pendant son enfance puis son adolescence, pendant les quelques heures qui ont précédé puis qui ont suivi le drame, mais aussi et surtout le après, la temporalité qui a lieu dans le présent. On voit sa mère seule et complètement démunie, complètement dévastée. Et cette narration contribue à faire en sorte que le film prend parfois des allures de rêve fiévreux. À travers tous ces moments de vie, on assiste à l'enfer que fait subir Kevin, interprété par Jasper Newell, puis par Ezra Miller quand il est adolescent, qui arrive vraiment à nous perturber, à nous déranger, à sa mère, interprétée par Tilda Swinton. Et l'actrice porte le film autant que les deux jeunes acteurs. C'est une mère désemparée, démunie, et on est avec elle pour essayer d'épingler, de fouiller dans tous ces moments de vie, et de comprendre pourquoi. Pourquoi Kevin est comme ça, pourquoi il déteste sa mère, pourquoi il est si violent, pourquoi il fait autant de mal, et pourquoi il est arrivé à massacrer des innocents. Car oui, la violence de Kevin est entièrement gratuite. Il n'y a jamais de cause directe à ses agissements, et il s'en revendique lui-même. But what's the point? There is no point. That's the point. On cherche alors des causes plus profondes, la source du mal, et ça paraît être une cause perdue. La mère est alors en constante souffrance. Les seuls moments de répit qu'elle a sont ceux qui datent d'avant la naissance de Kevin, qui apparaissent sous forme de rêve dans le film, et aussi ceux que lui accorde
son fils. En tant que spectateur, on se pose beaucoup de questions sur ces fameuses raisons, ces fameuses causes. En fait, on assiste à la mère qui se refait le film de sa vie et de celle de son fils et qui essaye de savoir là où elle a merdé. Et j'avoue que c'est assez difficile à comprendre. Les actes de méchanceté et de violence de Kevin sont quasiment tout le temps hors champ, ce qui renforce la surprise lorsqu'on découvre à chaque fois l'horreur qu'il a commise, mais aussi cela fait travailler tout simplement l'imaginaire. Ça renforce aussi le sentiment de culpabilité de la mère, car oui, à plusieurs reprises, la scénariste laisse planer le doute à savoir si les intentions de Kevin sont réellement mauvaises ou si c'est juste de la maladresse, et même parfois on se pose la question si c'est vraiment lui qui a fait la bêtise, qui a accompli cet acte-là, ou pas. Et effectivement, à ces questions-là, on n'a pas toujours la réponse. On est donc amené à douter, comme la mère peut douter de son propre fils. On est amené à se poser la question de si on doit toujours l'acclamer ou pas, s'il est vraiment le mal incarné en fait. Et assez rapidement, en regardant le film, en fait, on se rend compte que la question c'est oui. En fait, c'est comme si on était avec la mère et qu'on culpabilisait avec elle, alors que ce n'est pas elle le problème en fait. Et ça, on le comprend petit à petit dans le film. On a parfois ce doute, mais on revient assez rapidement à la raison, en se disant que non, ce n'est pas elle le problème. La mère se démène pour essayer à tout prix d'amener du positif dans sa vie et dans celle de son fils, mais ça paraît à chaque fois des actes de pur désespoir. La réalisatrice joue souvent avec le surcadrage ou le décadrage et nous montre une femme qui est complètement démunie, dominée et mise de côté en fait. Il y a l'omniprésence du rouge qui est associée à la culpabilité, mais aussi au sang qu'elle a sur les mains. En effet, la couleur rouge envahit sa vie, et d'ailleurs, c'est le cas dans les différentes temporalités, et même dans celle du présent, où elle continue d'être maltraitée par son entourage alors que son fils est en prison. Il a réussi à pourrir sa vie jusqu'au bout. L'utilisation de la musique est parfois en décalage total avec les émotions et la vie, ou plutôt la survie de cette femme, comme si absolument elle cherchait à masquer ce qui n'allait pas. Kevin détruit sa vie et ça de manière assez sourde et redondante. Alors que elle s'efforce juste d'accomplir son rôle de mère jusqu'au bout. Elle va quand même le voir en prison et ça brise le cœur et ça glace le sang. Et même si on est loin d'un film de genre, j'avoue que mon ressenti face à ce film est semblable à celui d'un film d'horreur. Ça c'est à cause du personnage de Kevin qui est un véritable antagoniste, un enfant maléfique, mais aussi parce que le film est empreint de noirceur, de souffrance, de désespoir et de tristesse. Et si vous deviez aller voir qu'un seul film de cette sélection après avoir vu ma vidéo, c'est indéniablement celui-ci, parce que c'est un très bon film, c'est un film marquant. Le troisième film, c'est The Fallout, un film américain réalisé par Megan Park et sorti en 2022. Cette fois-ci, la fusillade est présente au début du film, et les 3/4 du reste du film se concentrent plus sur les conséquences psychologiques des survivants. Le personnage principal, c'est une adolescente du nom de Vada, interprétée par la brillante Jenna Ortega. Le film porte très bien son nom car effectivement on assiste à sa chute. En fait, si vous voulez, c'est un petit peu comme si elle tombait dans une piscine sans savoir nager et qu'elle essayait de s'en sortir. Les codes du teen movie sont bel et bien présents, mais ce qui fait l'originalité de ce film, c'est qu'ils sont liés au school shooting et plus précisément aux conséquences psychologiques. Par exemple, il y a la fameuse meuf populaire qui devient pote avec l'introverti, la découverte de la sexualité ou encore la découverte des drogues. Mais tout ça, c'est lié aux adolescents qui essayent de gérer leur traumatisme. Vada refoule sans arrêt ses émotions, ou en tout cas a déclenché une sorte de barrière psychologique qui fait qu'elle ne ressent plus rien. Et ça la pousse à commettre des actes qu'elle n'aurait jamais fait en temps normal. I haven't been mad at you. Why do you keep thinking that? Because you're never home anymore. You never talk to me. C'est aussi plus ou moins le cas du personnage secondaire Mia, mais ce n'est pas du tout le cas du troisième personnage qui a vécu le drame avec le même point de vue que les deux filles, à savoir Quinton, alors que celui-ci a perdu son frère. Ce qui m'amène à parler de ce qui fait la force de ce film, à savoir qu'il ne tombe pas du tout dans les clichés faciles du teen movie. Je vous rassure, ce n'est pas une énième production Netflix avec une histoire totalement tirée par les cheveux. Ici, c'est un film beaucoup plus subtil, qui prend le temps de développer l'aspect psychologique de ces personnages alors qu'il ne dure que seulement 1h30. Le rôle des parents dans un teen movie est assez important, et ici, même s'ils ne sont pas imparfaits, on ne tombe pas dans des personnages qui sont complètement stupides et incompétents. Ici, les parents sont en fait des victimes de ce que leur inflige leur fille à son insu. Le film est triste car on suit Vada, on s'attache à elle, alors qu'elle part totalement à la dérive. Mais cela ne bascule jamais dans le drama à tout va. La scénariste sait jusqu'où elle peut aller, et sait où elle peut s'arrêter, pour ne pas tomber dans le ridicule ou dans le superficiel. Car effectivement, c'est souvent le cas de beaucoup de teen movies. J'avoue que la réalisation du film n'a pas forcément bousculé, mais elle n'est pas pour autant inintéressante. On a un gimmick qui revient assez souvent, à savoir
des gros plans pendant des dialogues qui créent une sorte de bulle d'intimité, une sorte de zone de sécurité entre les personnages. Et ça, c'est parfois couplé avec une caméra épaule qui est assez fébrile et qui donne un ton assez naturel, naturaliste au film. On a aussi droit à de l'humour qui est toujours bien placé et franchement assez efficace. Et oui, je vous jure qu'un film qui a cette thématique des school shootings et de ses conséquences dévastatrices a quand même réussi à me faire rire, et ça à plusieurs reprises. I'm incredibly proud of how smart and amazing my daughter is. Dad, don't be fucking cheesy! Et finalement, d'une certaine manière, ce film est assez réaliste, parce qu'on croit en ses personnages et les dialogues sont plutôt bien écrits. Voilà, c'était ma sélection de films qui ont pour thématique les school shootings, les school massacres. Je pense d'ailleurs que ça peut être intéressant de les voir dans cet ordre-là. Mais avant de conclure, je peux vous proposer un petit film bonus qui quand même vaut le détour et qui est encore une fois différent des trois autres. Ce film, c'est Class, réalisé par Chris Jean-Jacques Nudy. J'espère que ça se prononce comme ça. C'est un film estonien qui est sorti en 2007. C'est quand même intéressant de voir comment un autre pays que les États-Unis a pu s'emparer de ce sujet-là. Il est inspiré de divers faits réels, et comme dans les trois autres films, il y a toujours une référence plus ou moins évidente à Elephant. Mais celui-ci est quand même bien plus différent des autres, car on se rapproche plus d'un thriller. On suit le quotidien d'une classe de lycéens avec en son sein Giuseppe, qui se fait harceler et maltraiter par toute sa classe, et surtout par le leader du groupe, un certain Anders. Sauf qu'un jour, un autre élève, Gaspard, décide de le protéger, et à partir de là, la violence ne va cesser d'augmenter. Le film est filmé de manière assez crue, la plupart du temps en caméra à épaule, avec une photographie assez jaunâtre, assez poisseuse, qui contribue totalement à cette ambiance assez sombre portée tout au long du récit. C'est un film qui va assez loin dans sa violence, et qui même à un certain moment se rapproche presque du torture porn, sans bien sûr montrer du gore, mais quand même. Malheureusement, il dispose de quelques défauts à mon sens. Le plus évident, c'est l'ouverture de chaque chapitre, parce que oui, le film est chapitré. Bon, je trouve que ce chapitrage apporte quelque chose au film, ou en tout cas aurait apporté quelque chose s'il avait été fait autrement, parce que l'ouverture de chaque chapitre est filmée de manière assez différente. On a un enchaînement de plans stylisés comme des clips musicaux des années 2000 qui viennent totalement rompre, casser le rythme du film. Et ça, c'est vraiment dommage. De plus, les acteurs ne sont pas toujours convaincants et les personnages secondaires, à savoir les parents et les profs, sont de véritables clichés. Ils sont soit absents ou alors complètement incompétents. En termes d'écriture, ce qui différencie le plus ce film des trois autres, c'est qu'ici, la raison, la cause du massacre est assez évidente. Il s'agit d'une pure vengeance. Ce qui m'amène à la conclusion de cette vidéo, qui est en fait un constat. Le constat que ce qui anime tous ces films autour de la question du school shooting, c'est de savoir pourquoi. Dans la vie, dans la majeure partie des cas, les raisons de ces actes sont multiples et assez complexes. Ça peut être dû au harcèlement, à l'absence des parents, à l'accès facile aux armes, à une certaine détresse psychologique, etc., etc. Et selon moi, les films les plus pertinents sur cette thématique sont ceux qui mettent l'accent sur ce fameux flou autour des raisons, mais aussi sur l'atrocité de ces actes et enfin sur ses conséquences assez dramatiques et irréversibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis sur ces films si vous les avez vus ou après les avoir vus. C'était un peu différent d'habitude, on était quand même plus éloigné des cinémas de genre, mais c'est quand même des films assez intenses et qui abordent des sujets assez sombres. Ça reste quand même dans la thématique plus ou moins de la chaîne qui aborde le cinéma d'horreur en grande partie. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Can you say elephant, Kevin? Elephant.